Ok, donc bienvenue sur ce nouvel épisode de Blabla de basket. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau joueur qui s'est blessé récemment. Donc, c'est Jason Tatum qui s'est tout simplement fait, il semblerait, une rupture du tendon d'Achille. Donc, on va venir un petit peu discuter de son cas parce qu'il est assez surprenant. Pour le coup, il n'y a pas de cause évidente de pourquoi il s'est arrivé à lui cette blessure. Et ensuite, on va un petit peu discuter de la généralité, des généralités sur le tendon d'Achille et comment on peut mettre en place la rééducation. Ceci étant dit, je tiens à signaler, parce que on est en train de dire que j'en parle tout le temps et que c'est surcoté, mais c'est une nouvelle fois une blessure sur un tissu conjonctif d'un joueur sans contact, donc tout seul, hein. Donc il y aura peut-être un travail à faire sur ça en NBA. Julien, tu nous présentes les joueurs? Jason Tatum, champion olympique, malheureusement pour nous les Français en titre, et champion NBA l'année dernière avec les Boston Celtics, 2,5 m, un peu plus de 95 kilos, ça varie selon les sites. Pour la petite anecdote, il est champion NBA en titre, superstar de son équipe, et au JO, il était dans la rotation, il jouait même pas beaucoup. C'est dire l'équipe qu'ils avaient envoyée. Il y a eu un gros débat aux US là-dessus, c'était quand même assez incompréhensible qu'on fasse jouer d'autres joueurs plutôt que lui. Hmm. Ouais. Comme d'hab, hein, c'est un arrière hyper physique, à 3 points, hyper fiable sur la percussion, fixation. Gros défenseur depuis 2017 où il est arrivé en NBA, il a bien augmenté ce panel. Et surtout, à signaler, un très rare, mais c'est un joueur qui a joué, alors on en vient d'en discuter juste avant, j'ai plus la slide, mais déjà en playoff, il a joué 121 matchs sur 22, donc il a raté un match de playoff dans sa carrière, ce qui est assez exceptionnel au basket. Et il a joué 585 matchs sur 636 depuis qu'il est en NBA, soit 92% de participation et pas plus que 2 matchs d'affilée. Il n'a jamais raté plus de 2 matchs pour une blessure. Donc autant Ouais. dire qu'on est sur un gars qui est pas fragile, qui a l'air de bosser au vu de son développement physique et qui n'a que 27 ans. Ouais, c'est sûr que quand on fait la comparaison avec C'est pas Anthony l'épisode, Davis. voilà, avec l'épisode précédent où on n'avait pas plus de 60 matchs par saison, là on est sur un profil complètement différent et pour autant il s'est blessé. Donc on va voir l'action de la blessure. Donc il est ici, là. Hop, tac, tac. Ça va vite, hein? Ouais. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est quelque chose qu'il n'a pas pu anticiper. C'est sur son coéquipier, je crois que c'est Jaylen Brown, ouais, c'est ça, qui Ouais. veut aller driver, perte de balle un peu inopportune, et il veut éviter la contre-attaque seule de New York. Et c'est vraiment quelque chose où il doit réagir très vite sans Pam, avoir pam. anticipé. Et là, c'est sur la jambe droite, du coup. Et il a l'air d'avoir très très mal. C'est marrant parce que la jambe droite, du coup, c'est. Parce qu'on pourrait croire que c'est la jambe gauche, c'est là qui fait Ouais, le ouais, premier mais appui et il quand on le part. voit de derrière, tu vois le pop. C'est D'accord. d'abord la jambe droite qui se pose en premier et on voit le petit pop de la remontée du muscle. Voilà, là derrière, Tac, là, ici, là. là, pam! Bon, la qualité, elle est pas folle, hein, mais tu vois, c'est déjà la jambe droite qui se Hmm. pose Pam, et, ici. et Tac. c'est là que ça lâche, quoi. Et par contre, du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est que comme on l'avait déjà énoncé un petit peu dans l'épisode précédent, c'est encore un espèce de changement de direction, puisque en fait, on voit qu'il est plus sur la recul au début, et d'un coup, il doit aller vers l'avant. Donc Ouais, on a un changement de direction qui se fait de manière très rapide, et là pour le coup, comme tu l'as signalé, qui n'était pas prémédité, donc il a dû le faire instantanément, et c'est là-dessus qu'il est venu se blesser. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on discutait sur l'épisode précédent, où on a ce besoin, notamment au basket, d'être capable de changer de direction rapidement, qui est quelque chose qui doit être travaillé dans la prépa physique ou dans la rééducation, la réathlétisation, parce que c'est une contrainte qui est fréquente. Et donc, ça veut dire que l'organisme il doit être capable, dans un sens, d'emmagasiner les forces qui vont dans une direction et de rapidement être capable d'en produire dans l'autre direction. Et ça, c'est un mécanisme qui revient régulièrement sur ah, les blessures. c'est le cycle de raccourcissement étirement, là, clairement. Et Hmm. je sais pas si c'était la vidéo, mais on voulait déjà faire cet épisode par rapport à Damien Lillard, qui est assez incroyable. C'est depuis qu'on fait blabla du basket, j'ai l'impression qu'il y a toutes les superstars qui se blessent. Donc, Il nous merci donne les du gars, contenu. Il nous donne du contenu, c'est bien. ouais, et Damien Lillard, du coup, c'est un peu la même action en fait. Il veut se pencher pour aller choper une balle en Hmm. avant, un peu en réaction sur le même mécanisme, et c'est là que ça pèse sur un cycle d'étirement-raccourcissement. Hmm. Donc, dans la prévention, même si là, dans ce cas, on sait très bien que c'est hyper dur parce que le gars se blesse jamais, il est au top de sa forme, il bosse, et là, il a une rupture du tendon d'Achille qui est pas une tendinite, quoi. Euh, S'adapter le plus vite possible à une situation inattendue et travailler ce cycle de raccourcissement-étirement. Ouais. Non, mais Le, ça, le c'est premier un truc. de travail. J'espère que tu le fais avec tes basketteurs, hein.
Ah, je suis en pause, hein, ça fait 1 an, je fais plus rien. Non mais en attendant, c'est vrai que tu vois l'accumulation de ces cas-là, ça montre bien qu'il y a vraiment un travail à faire sur ce tissu conjonctif, hein, sur le tendon, sur ces tissus-là qui ont des contraintes bien spécifiques et sur ce que tu dis, voilà, sur cette force réactive là, c'est comme ça que c'était décrit notamment par les gens de la force et Louis Simons, cette force réactive, cette capacité à emmagasiner et derrière restituer, c'est vraiment deux capacités différentes qu'il va falloir bosser pour que le tissu conjonctif soit capable de l'encaisser et éviter les ruptures. Si on part du coup sur le tendon d'Achille de manière plus générale, ce que donnent un peu les études, donc là, sur la première que j'avais remarqué, déjà, le truc qui est important sur les ruptures tendon d'Achille, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de consensus sur est-ce qu'il faut opérer ou pas opérer. Ça donne à peu près des résultats similaires. Seulement sur les sportifs de haut niveau, on préfère quand même l'opération parce qu'on va avoir un risque de récidive qui est moindre et on a une augmentation de la force et de la fonctionnalité du tendon. Donc, généralement, ça s'opère quand même. Enfin, je sais pas si toi, tu as eu des cas. Généralement, ils sont tous opérés. Bah, oui, oui, mais par contre, chez des non-sportifs, j'ai jamais eu un sportif à opérer, hein. Je Ouais, pense voilà. que c'est pas possible sur un sport où tu as besoin d'une telle rigidité tendineuse avec la pliométrie. On s'entend rigidité, c'est-à-dire qu'il va restituer, ça veut pas dire que le truc ne bouge pas, hein. Mhm. Et non, non. Et bah, après, grosso modo, c'est la même immobilisation, hein, quand ils opèrent ou ils opèrent pas, hein. C'est chaque semaine, ils Ouais, c'est augmentent ça. la flexion la dorsale du pied pour Mhm. retirer un petit peu le tendon. Et après, j'ai vu aussi, moi j'avais lu, maintenant ils font soit en subcutané l'opération ou avec une toute petite Ouverture. cicatrice, donc Ouais. petite ouverture, et ils ont vu qu'il n'y avait pas trop de différence. Et dans la conclusion de la méta-analyse, ils mettaient qu'ils préféraient quand même ouvrir. Il y avait un tout petit peu plus de renfort chirurgical Ouais. et pas de différence. Et donc, c'est fini les énormes cicatrices qui vont du talon jusqu'au bas de la cuisse, hein. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils disaient ici, c'est-à-dire que pour l'instant, le gold standard, ça reste l'opération, donc ce qu'ils disent à ciel ouvert, entre guillemets. Ouais, Donc en fait, micro-invasive. c'est la différence avec les toutes petites incisions. Donc pour l'instant, ça reste le gold standard, mais les autres techniques d'opération, les autres chirurgies semblent aussi montrer des avantages. Donc ouais, comme tu dis, sur les sportifs, ça s'opère. Sur les non-sportifs, par contre, voilà, ça se discute. Si jamais il y a des personnes Mm. qui, Ouais. euh, qui écoutent et qui sont non sportives et qui ont une rupture de tendon d'Achille parce que en fait ça c'est assez drôle hein. Les ruptures de tendon d'Achille c'est très fréquent et c'est pas forcément que des sportifs hein. Ça arrive chez les personnes lambda sur des actions Et très essentiellement chez des hommes. C'est ouais tu 80. vois. Perso, moi, en 10 ans, j'ai jamais rencontré une femme qui avait une rupture de tendon d'Achille. Bah moi non plus mais en plus par contre j'ai eu des ruptures dans des situations où il y avait un homme qui s'était juste mis accroupi alors il était âgé mais en se mettant accroupi, il y a eu la rupture du tendon et ça peut arriver sur tout et n'importe quoi. Pour autant, donc du coup, opération pour les sportifs, non pas forcément d'opération en tout cas pour Et les non sportifs. Mais je pense, c'est plus dur qu'un croisé à revenir dans ces sports-là, hein. tu sais Maintenant, combien de temps? Tu sais combien de temps ils donnent le retour au sport? là, ils ont annoncé, bah, pareil, hein, ça aurait été dans les années 2000, ils ont dit 6 7 mois. Là, ils ont annoncé entre 9 et 12. Ouais, c'est ça. Le retour au sport en moyenne, c'est 11 mois. Ouais, 11 mois, bah, c'est long, hein? c'est ce qu'on dit. Ouais, mais c'est ce qu'on disait. Ouais, ouais. Ton croisé, tu compenses un peu avec le muscle avant et tu sais que ton tendon, il n'a pas la même gueule entre 6 et 9 mois. Mm. Et bah, enfin, ton greffon, pardon. Là, le tendon, on sait que pour l'instant, t'as des durées qu'on n'arrive pas à compresser sur la modification du corps. Donc, Ouais, ouais. Et 70% de réussite, ce qui veut dire 30% d'échec hein, sur le retour au sport. ça envoie quand même, hein. C'est 30% d'échecs, c'est pas rien, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise parfaitement, hein. Et sur les raisons des ruptures, parce qu'on va revenir, parce que comme tu le soulignais, quand on regarde le cas de Jason Tatum, enfin, il y a rien qui laisse présager qu'il va se faire une rupture de tendon d'Achille, c'est ce Ah gars-là. non, c'est même le mec sur qui tu paries le moins, quoi. Quand tu vois ses stats, tu vois son évolution physique. Boston est quand même une franchise réputée pour pas trop faire de la merde dans le médical. Enfin, il n'y a jamais eu trop de Mhm. grosses histoires, du moins de notre époque. Donc, ouais, difficile. Et du coup, sur cette rupture, dans la majorité des cas, elle survient en fait à peu près toujours au même endroit. Donc ça, c'est une vue postérieure hein, du bas de la jambe. Donc on va voir le talon. Ici, en fait, c'est dans cette portion-là qui est la zone qui est la moins vascularisée du tendon. Donc c'est entre 2 et 6 cm à partir de son insertion sur l'os. Donc très souvent, c'est là que ça lâche, dans cette zone qui est du coup très très peu vascularisée. Donc c'est un truc à prendre en compte. Et dans
explications qui pourraient donner pourquoi ça lâche. Bon, évidemment, ils disent que dans 90% des cas, c'est relié à un mécanisme d'accélération-décélération. Donc, c'est ce dont on parlait, hein, ce changement rapide de contrainte qui est exercé sur le tendon. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en gros, dans la majorité des cas, ils ont remarqué qu'il y avait dans le tendon qui avait lâché un changement cellulaire, un collagène qui était de moins bonne qualité dans le tendon. Donc le collagène, c'est quand même le composant principal. Donc au lieu d'avoir du collagène de type 1 qui est le plus raide, qui supporte le mieux les contraintes, notamment d'étirement, on va avoir plutôt du collagène de type 3 qui va du coup être beaucoup plus élastique et qui va du coup beaucoup moins supporter les contraintes d'étirement. Donc ça pourrait expliquer pourquoi ça lâche. Et là où c'est intéressant, c'est que ça s'entraîne. Ça, c'est une catégorie, par contre, tu vois, j'ai donné un exemple avant quand on en discutait, mes deux potes qui se l'ont fait, qui étaient des basketteurs, diminution de la répétition de basket, dégradation du tendon. Et ouais, C'est c'est toi qui avais parlé du turnover à peu près tous les mois des cellules, ouais, pour le stress. Cette catégorie-là d'hommes qui ont fait longtemps un sport, on va dire, à pliométrie et qui diminuent leur fréquence et forcément testostérone, tout ça, tu veux reprendre de temps en temps et tu repars avec les mêmes appuis ou la même mémoire sensorielle que quand tu t'entraînais, bah, le tendon a plus du tout les mêmes fibres comme tu as dit, musculairement ça a pu perdre. Donc ça, moi je classerais ça dans cette première catégorie. Après, tu as tout ce qui a eu gros LMA dans les mollets à répétition avant mal soigné. ouais. On avait parlé de Kevin Durant, hein, qui s'était fait la LMA, ils avaient annoncé à stade 2 ou 3 et en 2 semaines, ils jouaient les finales NBA. Donc, il y a Mhm. cette catégorie-là aussi, des lésions à répéter, que ce soit mollet, on peut parler même ischio, hein, parce que la chaîne postérieure, on sait Elle est que ça liée. fonctionne ensemble. Donc, un maillon qui peut être en surcharge par faiblesse d'autres. Et la catégorie là qu'on va mettre de Jason Tatum, on ne sait pas trop trop. Bah ouais, lui, c'est un peu le mystère. Ouais. J'espère pour lui, on en a parlé, pareil, c'est pas hyper haut en termes de preuves, mais prise de stéroïdes fréquente. Je pense pas qu'il ait pris des stéroïdes, il s'est un peu épaissi, mais c'est Bon, pas devenu 95 kilos pour 2 mètres, ou alors il en a pas pris assez, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais, ouais, ouais. Il y Il a pas non a plus un physique. Enfin, en tout cas, en termes de mensuration, il a pas un physique exceptionnel, quoi. Tu vois. tendinopathie répétée, donc ça, on en a parlé. L'antibiotique, là, tu sais, t'arrives mieux à le prononcer que moi, La fluoroquinolone. voilà. Ça, c'est un antibiotique où ils ont vu qu'il y avait par contre vraiment des effets secondaires possibles là-dessus sur tout ce qui était rupture quadricipitale enfin, ou tendon rotulien, pardon, ou quadricipital, ou tendon d'Achille, et les anti-inflammatoires à répétition. Hmm. Donc, Ça peut jouer, ça. Hmm. on sait qu'en Europe, au foot, par exemple, les anti-inf, ça y va, hein. Et il y en a, c'est de plus en plus, on libère de plus en plus la parole là-dessus. Mais il n'a pas eu de blessure, donc des anti-inf, je ne pense pas. Donc ouais, on ne pourrait même pas le classer dans cette catégorie-là, notre ami Jason. Bah, c'est. Après, là, tu vois, ils ont listé un peu toutes les. Bon, en vrai, j'ai l'impression qu'ils y ont mis tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ont mis toutes les causes qu'il pourrait y avoir. C'est vrai qu'il y a les trucs un peu systémiques, tu sais, bon, comme tu disais, s'il y a un peu Ouais, trop tu l'as aussi, d'inflammation. enfin, l'acide urique. Ouais, ici, là. Ah oui, Hyper tu U, l'as c'est aussi. bien. Ouais. Ouais, c'est des trucs qui semblent bons. Donc, tu vois, on a quand même les anormalités du collagène. Donc, ça, c'est ce qu'on disait. Quand on a trop de lipides dans le corps, une concentration trop élevée, ça, c'est lié aussi au diabète. On sait que c'est des choses qui vont venir Ouais. fragiliser le tendon, mais pour autant, sur ce cas-là, bah, ça marche pas parce qu'il n'est pas signalé comme diabétique. Il n'a pas l'air d'être trop gras. Donc, l'alimentation, ça a l'air d'aller. Après, encore une fois, une blessure, on peut à chaque fois essayer de trouver, et c'est ça un petit peu qui est intéressant, mais aussi qui est compliqué à gérer dans les blessures, c'est qu'on peut essayer de trouver des raisons de survenue de la blessure, mais des fois, elle survient comme ça, quoi. Il y a pas d'explication. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour éviter les chances de survenue, il faudrait essayer de travailler là-dessus. Donc, avoir un tendon qui soit au niveau de l'architecture, de la biologie, qui soit cohérent, donc avoir plus de collage de type 1 que de type 3, et ça s'entraîne. Être entraîné du coup au changement de direction, donc être capable d'emmagasiner la force et de la restituer. Et ça, c'est pas que de la pliométrie, hein. C'est quand même, il y a d'autres choses à travailler dessus. Il y a forcément l'hygiène de vie, donc ça, on en a parlé. Et ensuite, il faut avoir une bonne étoile, quoi. Bon, lui, ça va, il a très peu raté. Il peut se permettre de rater un an en espérant qu'il Là, revienne. ces stats, excuse-moi l'expression, mais là, il a bien niqué ses stats. Là, Ouais, c'est vrai. là il va prendre 12 mois dans la gueule. Là. Bam.
C'est quand même pas de chance. Pour ce qui est de la réathlée, donc là, tu l'as dit, au niveau de l'immobilisation, globalement, il n'y a pas trop de consensus, mais on est plutôt sur un truc souple plutôt que sur les plâtres rigides. Ça, c'est ce qu'il disait dans cette Ah ouais, étude-là. bah, surtout comme on a dit, il bouge la dorsiflexion, donc la Ouais, remontée du pied, chaque semaine de 10 degrés, je crois, sur 6 semaines. c'est 6 à 10. ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, tu vois, ils disent que il faut plutôt privilégier les formes moins rigides pour permettre du coup de travailler l'amplitude de mouvement. Ah oui, l'autre discussion, c'était aussi sur la mise en charge. À quel moment on peut se remettre en charge dessus? Donc là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de consensus, mais ils disent que plutôt c'est fait, mieux c'est. Et sur la réhabilitation, la rééducation, pareil, plutôt c'est fait, mieux c'est. Encore une fois, c'est assez simple, hein, c'est de se penser qu'en termes de cellules au niveau du tendon, c'est pas parce que nous on met une pause sur la carrière du basketteur que le corps s'arrête de fonctionner. Et s'il n'y a pas de contrainte, forcément, il va évoluer vers quelque chose de beaucoup moins qualitatif, avec des cellules beaucoup moins résistantes aux contraintes. Donc plus vite on remet des contraintes sur le tendon, bah mieux c'est pour la biologie et pour sa capacité à encaisser, quoi. J'ai envie de dire, la leçon du podcast, là, c'est si Jason Tatum, il a des soucis, il a le tendon qui arrive à péter, ami basketteur, votre réchauffement sur le tendon, votre travail régulier, Ah ouais. tendon rotulien, tendon d'Achille, mettez tout le temps que vous avez, hein, plutôt que faire du WAF, hein. Mettez isométrie dans la position d'étirement, un petit peu de la pliométrie, mais encadré par quelqu'un qui s'y connaît, parce que la pliométrie de vidéo sur YouTube ou sur Insta, derrière, en 2 semaines, vous êtes chez le kiné, vous avez une tendinite, hein. Et le renforcement, si on voit que ce mec-là, Ouais. ça pète, et vous êtes un petit peu, enfin, c'est une partie de votre vie où pour l'instant vous en vivez, négligez pas cette partie-là, hein, trop important. Non, mais ça, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des exemples comme ça où tu dis, tu sais, c'est un peu, tu dis, si lui, ça lui arrive, ça veut bien dire qu'il faut s'y préparer, quoi. C'est pas anodin. Et tu sais que, par contre, là où j'ai été surpris, je lisais, il y a 25% des ruptures de tendon d'Achille qui passent à l'as. On remarque pas que c'est quand même beaucoup, 25%. Qui passe à quoi? Bah, qu'on remarque pas. Genre, ça. Bah, c'est déjà, moi j'ai eu quelques patients pareils, ils avaient mis le nombre de pourcentage entre sur ce qui vient de se passer, raccourcissement, étirement, ou sur des entorses de cheville. Au début, ils croient que c'est des entorses de cheville. Aux urgences, souvent, entorse, et en fait, le patient il arrive et tu fais, mais il n'y a plus de tendon là, monsieur. Ouais, bah voilà, c'est ça. On va, 25%, c'est beaucoup, hein, c'est un sur vous 4, allez hein. retourner, alors qu'il y a juste un tendon à palper, quoi. Le tendon d'Achille, c'est pas les péronées, quoi. C'est C'est le plus gros, ouais. un Il briquet, fait, un gros briquet. ouais, il fait 12 à 15 centimètres. Je sais pas si tu as un Non, mais instrument de mesure pour te visualiser en, é- le. en épaisseur, en Ah, épaisseur. l'épaisseur, je sais pas. Par contre, c'est le plus épais, c'est le plus large, c'est le plus fort. Donc 12 à 15 centimètres. Mais par contre, en plus, il y a le test de Thomson qui est quand même assez. Enfin, tu vois, qui est très reproductif. Ça reste le gold standard, ça va très vite à faire. C'est assez surprenant de savoir qu'il y en a ouais, un sur 4 qui est pas remarqué, quoi, qu'on peut prendre pour une simple entorse ou quoi. Et c'est bien parce que si au cabinet, tu fais pas attention et que le gars, il arrive pour une simple entorse de cheville et que tu commences à Ah le bah, il va pas rééduquer pour. sauter de toute façon. Ah, tu vas avoir des problèmes quand même. Tu vas avoir des problèmes. Donc du coup, voilà. Donc c'est bien, tu as fait la conclusion pour cet épisode-là. Ah, et faut qu'on parle aussi de la durée qu'ils ont pour opérer le tendon d'Achille. C'est une semaine. Tu as jusqu'à une semaine pour l'opérer. Euh, alors, je pense que c'est par rapport à la taille et au type de tendon que c'est. Par exemple, on sait que la coiffe des Ouais, ou la rotateurs, rétractation. La ouais, rétraction, pardon. la coiffe des rotateurs, tu as 24 à 48 heures. Mm. Pareil, historique de patient. Donc, bah, j'avais même pas pensé à lui sur les entorses aux urgences, mais c'était aussi le cas. Et du coup, 6 semaines comme ça. Et quand il a vu, je sais plus quel praticien a détecté ça, du coup, plus possible d'opérer. On était après un mois, après une semaine, pardon. Du coup, ils lui ont reconstruit avec une partie du plantaire. Donc lui, il avait, non, si c'est le plantaire, hein. Ouais, mais il est pas présent chez tout le monde, lui, hein. Ouais. Donc lui, il avait la chance de l'avoir. Donc ils ont pris ce muscle euh, pour reconstruire un tendon. Et ça avait quand même bien fonctionné. Il n'avait pas repris une grosse activité physique vu qu'il n'en faisait pas de base, mais ouais, ça avait marché, mais grosse opération. Et là, du coup, il avait une énorme cicatrice. Et Ouais, donc, on sait que le délai, c'est une semaine environ. Et j'ai vu, il s'est fait opérer 2 jours après, je crois, d'accord. Jason, notre ami. Bon, ça va, ils sont meilleurs que nous. Ils ont été meilleurs pour déceler, pour déceler la Ouais. rupture. Non, mais c'est important parce que tu vois, quand on parlait du ligament croisé, on disait il y a le temps et pensez à faire une phase de pré-op, de rééducation pré-op qui est hyper importante. Et pour autant, il y a d'autres pathologies, d'autres ruptures qui, elles, il faut pas tarder parce que je pense que c'est lié ouais, à la rétraction, c'est-à-dire que plus en fait on laisse le gap entre les deux
partie du Ouais. tendon qui s'écarte, plus après c'est compliqué Ouais, la de fibrose, venir ça doit se rattacher. réinsérer ça doit se réinsérer plus haut. Donc du coup, bah, d'ailleurs, il parlait dans l'étude, je crois que c'est quand ça commence à avoir un écart de plus de 10 millimètres, donc Ok. ça commence à être compliqué. Donc faut pas tarder quoi. Et en termes de réduc, on parle un petit peu Ouais, fait des phases. allez. Tu commencerais par quoi, Valoche? Bah, du coup, moi, je pense que la première chose, de toute façon, c'est toujours un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir déterminer cette amplitude qui va être non douloureuse vs l'amplitude qui va être douloureuse. Donc, l'idée, c'est bien sûr, ça va être de travailler. Donc là, au début, elle va forcément être très réduite, cette amplitude non douloureuse. Donc, il va falloir travailler dessus pour essayer de combler le gap entre bah, non douloureuse et douloureuse, essayer de l'augmenter. On sait que comme c'est un tissu conjonctif, à terme, il va bien falloir réussir à le mettre en position d'allongement, donc il va falloir récupérer l'amplitude. Donc moi, par quoi je commencerai, c'est-à-dire que je le mettrai d'abord dans des mobilisations, donc avec des mobilisations pour voir un petit peu, pour déterminer qu'est-ce qui est utilisable ou pas, et ensuite essayer d'y remettre tout doucement un tout petit peu de force, juste déjà pour avoir une reconnexion, parce que pareil, après une Ah ouais, opération, il a un on a une Mikado, le coupée. gars, hein. Comment? Quand il sort, il a un Mikado, hein. Ah ouais, non, c'est terrible, hein. Il n'y a plus C'est de mythe, terrible. hein. Donc il va falloir, et puis si tu veux, je pense que si on le fait pas suffisamment rapidement, il va y avoir une espèce d'inhibition qui va se mettre en place aussi. Donc il va falloir rapidement remettre des connexions entre ton système nerveux et ton mollet, parce que pour lui, il n'existe plus. Donc ouais, moi j'aime bien tout doucement juste être en mesure, donc tu vois, sans mouvement, donc en isométrie, être, que la personne elle soit capable de, si je lui demande que je mets par exemple mes doigts sur le corps musculaire du mollet, tu vois, Hmm, de venir pousser sous mes doigts. Je dois sentir que quelque chose vient tout doucement repousser sous mes doigts pour ça, voir s'il est en mesure de contracter son mollet. c'est MFT 2, ça, contraction visuelle et palpable. Ah ok, je sais pas ce que c'est. Tu sais, les 5 niveaux de force. D'accord, eh ben, MFT2. Moi j'aime bien commencer par... Mais alors je sais pas du coup c'est quoi MFT1, mais... Un, c'est visuel. Deux, tu le vois et tu le sens. Trois, c'est contre la force de pesanteur, tu arrives à avoir une contraction. D'accord. 4, c'est tu arrives à avoir plusieurs contractions avec une petite résistance, plusieurs mouvements, pardon. Et 5, c'est maximum. Normal. Ok. Bah voilà. Bah moi j'aime bien commencer par là, juste déjà pour être sûr qu'on remette une connexion et un niveau de force au niveau du mollet, toujours en étant bien sûr dans cette amplitude non douloureuse avec un filet de sécurité. C'est-à-dire que si je me situe pas à la frontière entre non douloureuse et douloureux, je suis un petit peu avant. Et ensuite, bah, il va falloir récupérer cette amplitude, hein. Ouais, Euh, grosse phase d'hypertrophie, mm. de travail statique pour reconnecter et pour aussi relâcher le tendon qui aurait été tout petit aussi, ouais. Il y a quand même de l'étirement capsulaire à faire pour la cheville, hein, on va pas se mentir. Bah, ça va dépendre en plus si à la base déjà on avait une mobilité de cheville ou pas. Ça va- Parce que s'il n'y en avait pas déjà à la base, après l'opération, ça va être aussi un gros travail. Et puis après, de toute façon, moi, c'est quelque chose que je ferai au quotidien dans la préparation physique. Mais c'est voilà ce travail sur cette capacité à encaisser et à restituer, encaisser, restituer, encaisser, restituer avec des changements Mm. de direction. Parce que en plus, tu l'as dit dans l'épisode précédent, c'est pas forcément avant-arrière. Bon là, c'était avant-arrière, mais c'est pas forcément que dans une direction. Donc c'est important vraiment de venir travailler cette capacité-là. Mais là, en plus, il est avant-arrière, mais il se déplace latéralement, tu vois, c'est quand même aussi combiné. Et après, sur le retour petit à petit de la course à pied, qui va être la première pliométrie basse, il va avoir après un gros travail, oui. Donc, il y aura la pliométrie qui va durer quand même un certain temps avec l'augmentation du travail de force Mm. en parallèle et ce travail de raccourcissement, étirement du tendon où il faudra aller vraiment chercher ça à la fin. Et en parallèle, il va continuer tout ce qui est haut du corps et jambes opposées. Pareil, jambes opposées. Mm. L'erreur, Rétropolatéral. ce serait de rien faire en plio pendant les 3 premiers mois, ce qu'on a dit, au bout d'un mois, Mm. dégradation des cellules tendineuses, donc il perdrait aussi cette faculté d'élasticité, de rigidité du tendon. Donc l'autre jambe, il peut déjà envoyer post-op, hein. Mm, mm. Et puis on sait qu'il y a un effet controlatéral qui existe. Ouais. Ça veut dire que en travaillant sur cette jambe-là, il peut avoir des adaptations sur sa jambe lésée. Donc oui, Ouais. ce serait bien d'éviter d'avoir deux tendons qui se dégradent et de rééduquer ensuite que le gauche ou le droit. Non, lui c'est le droit. Rééduquer que le droit pour qu'ensuite il se fasse le gauche, quoi. Pour être T'avais un gênant. basketteur comme ça à Strasbourg qui avait signé un contrat sous les belles années strasbourgeoises de Vincent Collet. Il avait signé un gros contrat. Il était du coup en plus de base tendon d'Achille. Il reprend même pas un mois. Deuxième tendon d'Achille de l'autre côté. Mais ouais. Ah, il aura déjà eu 2 ans à Strasbourg Out. en infirmerie. Ouais. Mais ça, C'est un peu. c'est un truc à prendre en compte, hein. C'est-à-dire que vraiment, ce remaniement cellulaire, c'est un truc qui est oublié. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que parce qu'il se passe quelque chose sur une partie du corps, le reste du corps s'arrête. Tu sais?
Mm. Non, non, si tu sollicites pas le reste du corps, lui aussi, il va continuer à se dégrader. Et si après tu reviens sur le terrain en espérant que tout se passe bien, ben, souvent, c'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas. Après, en ce moment, je suis un peu en train de bosser. Ça me stimule un petit peu plus en ce moment sur tout ce qui est sur la nutrition. Alors, pas la nutrition Aldi Wish, hein, où vous entendez tout et n'importe quoi. On peut manger un McDo une demi-heure après le match, des trucs comme ça. Mais on sait que bah, là, l'apport protéique, l'apport en glucides, va falloir qu'il le manage aussi par rapport à la prise de poids. Mhm. Parce que bah, il n'a plus du tout la même activité. Son métabolisme, il va devoir changer. Ou alors, il arrive à combler ses calories brûlées par d'autres choses sur le haut du corps, sur du cardio. Tu es d'accord jusqu'à là? Ah bah ouais, ouais, puis d'ailleurs c'est un truc, là j'ai une patiente qui est venue me voir pour un croisé et qui m'en a parlé, c'est bien parce qu'elle était déjà ouverte à ça. C'est-à-dire qu'elle est sportive, elle vient de se faire un croisé, elle me dit là j'ai ma activité physique qui réduit, comment je fais pour gérer la nutrition quoi. Donc ouais, ouais, c'est hyper important ça. On sait, vitamine C aussi, ça joue pas mal sur la fixation du collagène, donc ça coûte rien. Je crois que c'est 2 prises de 500 grammes par jour Mhm. pour augmenter la fixation du collagène dans le sang. Les petites de collagène aussi, c'était vachement à la mode. C'est bien l'hydrolysé, hein, c'est ça, si je dis pas de conneries, Ouais, ça, il faut que ce soit hydrolysé, ouais. qui fonctionne beaucoup mieux. Donc cette combinaison des deux, peptides de collagène, je crois que c'est une demi-heure avant l'entraînement. Et Et encore, ça après, c'est voilà, ça c'est les trucs, moi j'appelle ça un peu, c'est la cerise sur le gâteau. ouais, bien sûr. Mais là, on est sur un mec pareil, à 30 Ah bah lui, patates, oui, 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 lui, il 30 y a la patates par cerise et an. tous les fruits, hein. Lui, Et je lui épluche la cerise, hein. c'est très bizarre comme, comme phrase, mais oui, oui, non, effectivement. T'as jamais épluché une cerise? Ça m'est jamais arrivé. Non, mais par contre, oui, tu as raison. Sur un athlète comme lui, où tout est, comment dire, optimisé, oui, absolument, absolument, absolument. Après, pour les gens un peu plus lambda, commencez déjà par avoir une alimentation cohérente. Tu Et remplis, si c'est cohérent, pourquoi pas ensuite complémenter avec tout ce que tu as dit, parce qu'effectivement, ça pourra jouer un rôle. Mais quand je vois comment ça se nourrit non, mais c'est clair. la population générale, on n'est pas sur est-ce que je vais prendre du peptide de collagène ou pas, quoi. Bah, ce qu'il dit en ce moment, ce que je regarde, c'est déjà tu dors bien, tu manges bien. Et après, tu rajoutes les trucs. Bah Alors ouais, que c'est c'est son fonds de commerce, mais oui, ils ont totalement raison. Ah oui, non, ça me semble être la base. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode-là sur ce cas-là. Je pense qu'il a été hyper complet. Rapidement, on va faire un petit résumé. Donc, on a une rupture du tendon d'Achille qui s'est fait sur un changement de direction euh, enfin, imprévu. Donc, il a dû s'adapter très rapidement. Le tendon a lâché sur un joueur qui présentait aucun risque sur le papier, puisque tu disais 92% de matchs joués, jamais été blessé enfin, il a jamais raté plus de 2 matchs pour blessure. Il a que 27 ans. Donc, c'est un peu inexplicable. Il a l'air de plutôt avoir une bonne hygiène de vie. On a parlé du fait que pour les sportifs, on privilégiait quand même l'opération. Le gold standard, ça restait quand même l'opération plutôt percutanée. Le conservateur, c'est plutôt pour les gens non sportifs, ça marche aussi. Derrière, on avait l'importance forcément d'une rééducation poussée. Donc avec une récupération des amplitudes, récupération des niveaux de force, l'hypertrophie sur les muscles environnants, donc prendre en compte toute la chaîne postérieure, pas que le mollet. Et Ouais. évidemment, ce travail hyper important sur le tissu conjonctif et sur cette capacité à emmagasiner l'énergie et la restituer, qui sont deux capacités différentes et qui sont très rarement travaillées. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a autant de blessures sur ce type de tissu dans le basket. Bon, encore une fois, je pense que lui, ça a été fait, hein. Je, je me mouille. Allez, et on va se retrouver du coup dans 15 jours pour un nouvel épisode avec, on verra quel joueur s'est blessé.